Esker vous présente Inside Esker. Meet the experience in your next employer. Consultant intégration, développeur, business development manager, chargé de marketing, sales développement représentative, chaque année, le groupe Esker recrute une centaine de collaborateurs et notamment des collaboratrices. Bienvenue dans Inside Esker, c'est le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion. Un podcast disponible à l'écoute sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour m'accompagner, deux collaboratrices, Alicia et Suzanne. Bienvenue à toutes les deux. Je vais vous laisser vous présenter rapidement. On commence par Alicia. Bonjour, moi je m'appelle Alicia. Actuellement, j'occupe le poste de consultante en intégration dans l'équipe internationale d'Esker. Et j'ai rejoint Esker en février 2022. Bienvenue à toi. On enchaîne avec Suzanne. Bonjour, moi je m'appelle Suzanne, j'ai rejoint Esker en juillet 2022 et aujourd'hui j'occupe le poste de développeuse ingénieur logiciel à la R&D. Super, merci Suzanne. Bienvenue donc encore une fois à toutes les deux. Alors comme dans l'Union européenne, la proportion de femmes diplômées exerçant dans le domaine de la tech plafonne à 17% en France, selon une enquête publiée en mars 2022 par le cabinet Global Contact. En tant qu'éditeur de logiciels, Esker s'engage en faveur de plus de mixité, compte parmi ses talents 31% de collaboratrices, 22% de femmes dans la tech chez Esker, 12,7% de développeuses. La place des femmes dans la tech et chez Esker, c'est le thème central donc de cet ultime épisode d'Inside Esker. Focus sur votre parcours à présent à toutes les deux. Avant de rejoindre Esker, diplômée depuis 2016, Alicia, quelles ont été tes différentes expériences professionnelles à toi avant de rejoindre le groupe Esker ? Alors moi, avant de rejoindre Esker, j'ai travaillé pendant 5 ans dans différentes sociétés de services. Donc j'ai travaillé dans 2 sociétés de services principalement et en tout j'ai fait 5 missions qui allaient de 6 mois à 1 an et demi. Donc j'ai fait un petit peu de tout. Mon but en sortant des études, c'était de trouver ce que j'avais envie de faire dans l'informatique. Je savais que dans l'informatique, il y a des centaines de métiers différents et ça va continuer à évoluer. Il y en aura toujours des nouveaux demain. Donc mon but, c'était explorer, voir ce qui me plaisait. J'ai fait des métiers où je faisais que du dev. J'ai fait des métiers où je faisais du réseau. J'ai fait des métiers où je faisais de la relation client et du dev. Donc voilà, j'ai fait un peu de tout. Et une de mes missions, pas très longtemps avant de rejoindre Esker, correspond à peu près à ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire consultante en intégration, donc chez un éditeur de logiciels. Donc le but, c'est de bien connaître le logiciel et ensuite d'aller voir les clients avec, globalement. Et on reparlera tout à l'heure de tes missions dans le cadre de ta profession chez Esker. Pour ce qui te concerne toi, Suzanne, on va dire que tu as eu un parcours, on peut dire atypique, puisque tu es diplômée à la base en sciences politiques, tu es maintenant développeuse. Qu'est-ce qui explique cette reconversion professionnelle chez toi ? Donc en effet, moi, à la base, j'avais étudié la science politique à l'université, donc j'ai été diplômée en 2014. Et suite à ça, j'ai travaillé environ 1 an et demi dans une association. Et suite à ce contrat-là, j'ai eu énormément de mal en fait à retrouver un emploi dans ce domaine. Donc après 1 an de recherche d'emploi, j'ai décidé de complètement me reconvertir. Et j'ai toujours eu un peu un attrait pour l'informatique. Et c'était la période à laquelle il commençait à y avoir pas mal de formations adressées aux personnes qui voulaient se reconvertir dans l'informatique, justement, qui apparaissaient. Donc je me suis dit que c'était le moment de tenter. Il y a une école qui s'appelle 42 qui a ouvert pile cette année-là à Lyon et dont Esker est d'ailleurs mécène. Donc j'ai profité de cette opportunité et j'ai fait 42 et je me suis reconvertie et aujourd'hui je suis développeuse. Chapeau. Et c'est facile comme ça de bifurquer, de passer des sciences politiques à l'informatique ? Alors je dirais pas forcément que c'est facile parce que c'est vraiment un changement radical. Je pense que j'avais aussi les bonnes conditions dans le sens où moi j'étais vraiment déterminée, je savais que c'était ce que je voulais faire, c'était une décision que j'avais prise et que j'avais toujours eu en effet un goût et un attrait pour l'informatique. Et la formation 42, elle correspondait exactement à ce dont j'avais besoin parce que donc c'est une formation où il n'y a pas de professeur et j'avais pas nécessairement envie qu'on me redise d'aller en cours à telle heure, de m'asseoir, d'écouter ce que le professeur avait à dire. Donc du coup, voilà, ça m'a permis une certaine autonomie qui a rendu cette reconversion plus facile. Et à la fin, de me rendre compte à quel point le marché du travail qui s'offrait à moi était plus facile et plus accessible que là où j'étais avant, c'était extrêmement motivant. Donc finalement, non, c'était pas si difficile que ça. Au final, non. Tu as eu quelques expériences professionnelles dans l'informatique avant de rejoindre Esker ? Oui, en fait, j'ai fait 42 pendant environ 3 ans et après, j'ai décidé de me lancer en freelance, donc en auto-entrepreneuse.
Donc dans ce cadre-là, j'ai travaillé d'abord pour un client, donc un éditeur de logiciels pendant 1 an et demi. Et en parallèle de ça, 1 jour par semaine, je donnais des cours donc de développement informatique pour des adultes en situation de handicap. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi avec tous les côtés positifs et aussi négatifs du fait d'être freelance. Et après cette durée-là, j'ai décidé d'un petit peu trouver une situation un petit peu plus stable et plus reposante. Et c'est pour ça que j'ai voulu trouver un CDI et donc chez Esker. Et tu disais donc tout à l'heure que ça faisait un moment finalement que l'informatique t'intéressait. Toi aussi, Alicia, on a une idée comme ça de quand c'est venu en tête, ça, cette idée de vouloir embrasser une profession dans l'informatique? Moi, je pense que je l'ai fait un petit peu par défaut au début. Donc, moi, c'est ma mère qui est ingénieure en informatique, donc j'ai jamais voulu faire ça. Et en fait, quand j'étais ado, je disais, je ferai jamais ça. Je serai jamais ingénieure et encore moins en informatique. Et pourquoi ça? Eh ben, je pense simplement parce que je voulais pas faire la même chose que ma mère, tout simplement. Donc moi j'avais déjà un rôle modèle, je pense que j'ai eu cette chance-là d'avoir une personne qui faisait de la technique et je me suis un peu construite en opposition, mais voilà. Et en fait après j'ai fini par faire mes études et j'avais des résultats bons à l'école, je suis partie en école d'ingénieur. En fait, en école d'ingénieur, je trouvais que vraiment le plus intéressant c'était l'informatique. Et en fait, ce qui m'a vraiment passionnée à propos de l'informatique, c'est à quel point tous les problèmes de la vie réelle, il y a toujours des solutions qu'on peut apporter avec de l'informatique. Et surtout de l'informatique aujourd'hui, il y en a partout autour de nous. Et moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'était la résolution de problèmes. De se dire, il y a un problème, tu peux créer une application pour faire ça, tu peux gérer ça avec un ERP, plein de choses. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai décidé de partir en spécialité informatique, j'en ai reparlé à ma mère en disant je pense que je vais faire ça à cause de ça. Elle me disait c'est ce que je te dis depuis que t'es toute petite, mais tu m'écoutes pas. Donc bon, il y avait un peu ce côté-là. Mais et du coup vraiment après c'est là où je me suis trouvée vraiment quand j'ai fait la prépa et j'ai galéré pendant 2 ans parce que c'est la prépa. Et quand j'ai commencé à faire que de l'informatique, c'est là où vraiment je me suis trouvée. Je trouvais que tout était logique. Je trouvais que le travail qu'on faisait avait un vrai sens. Et du coup, même maintenant, toutes les expériences professionnelles que j'ai faites, moi j'ai l'impression que quand on fait de l'informatique, on aide quand même les gens dans leur vie de tous les jours. Et toi, Suzanne, cet attrait pour l'informatique, il remonte à quand, toute petite aussi? Oui, il remonte à très loin en effet, parce que dès qu'on a eu à la maison un ordinateur, Internet, j'ai tout de suite fait partie des personnes qui passaient beaucoup trop de temps devant leurs ordinateurs et sur Internet. Et mon père a toujours voulu que je sois ingénieur. Il m'a toujours dit qu'il fallait que je devienne ingénieur parce qu'il voyait, je pense, que j'étais forte en maths, que j'avais des facilités à l'école. Mais moi, ça me donnait pas du tout envie. Moi, je voyais ça comme un métier ennuyeux. On était assis devant un bureau toute la journée où on travaillait pas avec sur les vrais problèmes du monde. Enfin bon, c'est un petit peu ça en fait qui m'a fait me diriger vers la science politique. Il faut quand même savoir que j'ai hésité en 3e au moment de choisir mon parcours entre un IUT informatique et une fac de sciences politiques. Donc ça me trottait quand même un petit peu dans la tête à l'époque parce que voilà, c'est sûr que c'était quand même quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir essayé, du coup, d'avoir fait ces études de sciences politiques, que je pouvais tout à fait travailler dans l'informatique et continuer à m'intéresser à tous les autres problèmes du monde et que ça voulait pas dire que j'avais un métier ennuyeux et que je travaillais que sur des choses qui n'étaient pas intéressantes. Donc ça remonte de loin, mais c'est plus tardivement que je me suis décidée à en faire mon métier. Alors, avant de rejoindre le groupe Esker, ça a été facile de faire sa place dans l'informatique quand on est une femme et qu'on rappelle qu'au niveau national, il y a seulement 17% de femmes dans les métiers de la tech. Alors moi, je dirais que, en effet, en fait, cette proportion de femmes dans les équipes, c'est ce qui fait que oui ou non, on s'y sent bien. Je pense que c'est pas une vérité générale parce que il y a eu des équipes où j'étais soit la seule femme, soit on n'était que 2 et ça s'est bien passé. Mais globalement, plus il y avait de femmes dans les équipes et plus je me sentais à l'aise. Notamment ma toute première expérience, donc je sortais des études, j'avais 22 ans et j'étais dans une équipe où je devais être la seule fille et on était 18, quelque chose comme ça, ou 19. Et en fait, on me prenait souvent à partie et il y avait beaucoup de blagues sexistes, ce genre de choses. Et en fait, quand t'es toute seule, que t'as 22 ans, tu peux pas vraiment te rebeller ou faire des remarques parce qu'en fait derrière tu sais pas trop comment ça va se passer, tu sais pas, ça c'est un des problèmes du féminisme un peu, mais tu vas passer pour la relou de service
Et moi, j'avais pas trop envie de ça, surtout en première expérience. Et même après, des fois aussi, on rencontre des femmes qui, par survie, je sais pas comment dire, elles aussi finissent par être un peu sexistes dans ces milieux-là, parce qu'en fait, il y a tellement d'hommes tout le temps qui sont sexistes et qui se permettent des choses parce qu'il n'y a pas de femmes pour les remettre un peu en place, je sais pas comment dire, que ouais, des fois c'était compliqué. Et moi, la meilleure expérience que j'ai eue avant Esker, c'était une équipe où on était la moitié c'était des filles. Et du coup, je veux dire, je me souviens très bien d'une fois un collègue qui a fait une remarque sur non mais les règles et l'accouchement, ça fait pas si mal que ça. Il y a 4 meufs qui se sont retournées vers lui en disant « Écoute, t'as pas d'utérus, tu n'as pas d'opinion. » Donc, j'ai ce souvenir vraiment très précis et ouais, je pense que ça fait pas tout d'avoir plus de filles dans les équipes. Il faut toujours se battre pour plus de féminisme et plus de tolérance, je dirais, mais ça aide quand même beaucoup. Suzanne, ça n'a pas été compliqué non plus de faire ta place en tant que femme dans l'univers de la tech? Du coup, pour ma part, donc, quand j'ai intégré l'univers de la tech, donc c'était quand j'ai rejoint 42 en 2017. Donc 42, avec toutes ses qualités, a un défaut, c'est que le format de la formation attire surtout les hommes, même s'ils travaillent beaucoup dessus depuis ces dernières années. Et ça fait que moi, ma promotion 42, on était peut-être 5% de femmes, je crois. Et j'avais la chance d'être en reconversion, donc d'avoir déjà plus de 25 ans, d'avoir fait des choses avant et d'avoir une certaine confiance en moi qui a fait que j'ai su un petit peu me faire ma place et ne pas laisser les autres ne pas me respecter. Mais en fait, dès que j'ai commencé à vouloir mettre en place des actions pour attirer plus de femmes dans le numérique, parce que dès que j'ai intégré le numérique, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire, parce que je constatais qu'en effet, il y avait un problème de sous-représentation des femmes dans ce métier. Dès que j'ai commencé à mettre en place des actions, j'ai rencontré une hostilité qui était vraiment très très surprenante de la part, donc en l'occurrence des autres étudiants de 42, pas tous bien sûr, hein, mais avec cette impression que j'allais leur voler quelque chose où pour une fois ils étaient à leur place, ils avaient leur petit milieu masculin où ils étaient en majorité et mais y a pas de problème, pourquoi tu veux régler un problème qui n'existe pas? Les femmes, si elles sont pas là, c'est que l'informatique ça les intéresse pas, on va pas les forcer à s'intéresser à l'informatique. Et bon, c'est allé très très loin, hein. On a eu une fois, on avait mis en place une boîte à questions dans le cadre de l'organisation d'une soirée. On a reçu des insultes anonymes, etc. Donc, du coup, il y avait quand même une violence qui était peut-être au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, même si je savais qu'il y avait un gros problème de sexisme. Et ça, c'était les choses qui étaient vraiment les plus explicites. Après, tout le long dans mes expériences professionnelles, j'ai pu remarquer qu'il y avait en effet une grande majorité d'hommes. Et même quand je suis arrivée à Esker, dans l'équipe où je suis actuellement, on est une petite vingtaine de personnes. Quand je suis arrivée, j'étais la seule femme. Depuis, il y a 2 autres collaboratrices qui ont été recrutées. Et moi, j'en suis très heureuse. C'est vrai que ça change complètement la dynamique de l'équipe, ça change complètement les rapports sociaux. Et même si je suis parfaitement capable de survivre en tant que seule femme dans une équipe, le confort de travail, il en pâtit énormément. C'est vraiment pas la même chose en fait. On se sent bien plus à l'aise dans un endroit où on n'est pas la seule femme. Et même si on va pas forcément devenir meilleure copine avec toutes les autres femmes, c'est vraiment une dynamique globale qui change. Et moi, encore une fois, j'ai une certaine confiance en moi. Je suis assez affirmée, donc j'ai pas trop de mal à dire aux mecs qui sont en train de faire des remarques déplacées, etc. C'est jamais agréable, mais je le fais. Mais aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un prérequis pour pouvoir réussir à se faire sa place dans la tech en tant que femme, d'avoir un fort caractère et d'oser dire les choses, parce que sinon on se fait marcher dessus. Et ça devrait pas en fait. Il n'y a pas de raison que la tech soit réservée au fort caractère, que seules les femmes affirmées qui aient confiance en elles puissent travailler dans la tech. Ça devrait être accessible à tout le monde. Donc là-dessus, je trouve qu'il y a encore un petit peu de progrès à faire. Si on continue à parler de difficultés à se faire une place quand on est une femme, si on met de côté les questions autour du sexisme, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que vous voyez qui peuvent peut-être expliquer qu'il y a un frein aujourd'hui encore pour certaines à rejoindre ces métiers-là? Même quand on est en collège, au lycée, c'est pas des métiers qui sont marketés pour les filles en fait. Moi je le déplore parce que je donnais l'exemple de ma mère, moi qui est ingénieure en informatique. L'informatique dans les années 80, c'était tellement quelque chose de nouveau qu'il y avait aucun préjugé dessus, il y avait aucune idée préconçue de si c'était pour les hommes ou pour les femmes. Sa promo, elle est sortie en 85 et elles étaient 50% de femmes en informatique. Et parce qu'en fait, il n'y avait pas encore tous ces préjugés-là sur l'informatique, c'est lié aux jeux vidéo, et les jeux vidéo, c'est pour les garçons. L'informatique, en fait, ça demande des capacités différentes de cerveau, enfin, je sais pas, intellectuelles qui sont pas pour les filles. Donc, en fait,
J'arrive pas à te dire qu'en dehors du sexisme, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce que pour moi, tout est lié au sexisme, que ce soit du sexisme direct ou indirect, en fait, de la société au global qui, en fait, a des idées préconçues. Après, moi, je pense que même en dehors de que ce soit l'informatique ou pas, quand t'es une femme dans une équipe d'hommes, il y a des choses que tu peux moins dire. Moi, j'ai déjà entendu des remarques sur oui, mais un tel, elle va partir en congé maternité, donc pourquoi lui donner des responsabilités maintenant, ce genre de choses en fait qui font que ta carrière en tant que femme, elle va être plus difficile. Tes évolutions, elles vont être plus difficiles et parfois, sans avoir rien fait, tu vas avoir moins de crédibilité. Alors, vous rejoignez donc toutes les deux, vous faites le choix de rejoindre Esker et vous allez nous expliquer dans quelques instants vos motivations à rejoindre le groupe. Juste avant, peut-être quelques explications sur votre job concrètement. Suzanne, tu es donc développeuse. En quoi ça consiste ton job de développeuse chez Esker et quelles sont finalement tes missions au quotidien ? Alors en fait, les développeurs à Esker, c'est ceux qui créent la solution qui ensuite est utilisée par les clients. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit des lignes de code, mais en réalité, c'est une part infime de tout ce qu'on va faire. On va avoir des stories qui vont du coup être des mises en situation de fonctionnalités dont l'utilisateur a besoin. Et ensuite, en travaillant du coup avec le product owner, on va développer ces fonctionnalités dans l'application, on va les tester pour s'assurer qu'on a bien développé, on va aider nos collègues également à tester leur story et à relire leur code. Et parfois également, on va être dans des situations où il va y avoir des problèmes en production ou en pré-production. Et à ce moment-là, il va falloir corriger en fait ces problèmes, d'abord diagnostiquer, identifier d'où il vient, le corriger. Donc tout ça, c'est un petit peu le dur du métier de développeur. Autour de ça, il y a toute une logique d'amélioration continue. Donc, c'est-à-dire qu'on va réfléchir parfois sous forme de groupe de travail, parfois dans le cadre d'une autre story, à des comment travailler de manière plus efficace, comment mettre en place des processus qui vont faire que le code qu'on va faire, il va être facile à être réutilisé, il va marcher plus longtemps, il va être mieux testé. Et donc voilà, c'est tous ces aspects différents qui font partie du métier de développeur. Et tes interlocuteurs finalement, direct ou indirect d'ailleurs ? Au quotidien, mes interlocuteurs, c'est avant tout mes collègues qui sont également développeurs. Ensuite, je travaille directement également avec le product owner et le Scrum Master qui participe à l'animation un peu de l'équipe. Et quand dans le cas de problèmes qui vont arriver dans la production, on va aussi travailler avec des personnes qui travaillent au support ou bien au service professionnel comme Alicia. Ok, merci à toi. Alors pour ta part, Alicia, justement, toi tu exerces le job de consultante intégration internationale. La même question, en quoi consiste ton job et finalement quelles sont tes missions au quotidien ? Alors du coup, comme disait Suzanne, donc je fais partie des services professionnels. Donc je suis dans l'équipe IPS, donc c'est le International Professional Services. Notre mission en tant que consultant en intégration et même en tant que service professionnel, c'est d'accompagner nos clients à intégrer les solutions Esker. Donc on a principalement 2 interlocuteurs, c'est-à-dire la DSI de nos clients, donc pour faire toute l'intégration des données et l'intégration des flux, et la partie métier. Donc c'est les gens qui vont réellement au jour le jour utiliser la solution. Donc soit des comptables, soit le service client, tout ce côté-là. Donc ce que moi je trouve très intéressant, c'est le fait que on a vraiment 2 facettes de notre métier, donc le côté technique et le côté métier. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai des notions de comptabilité que je n'avais pas il y a 2 ans. Je sais ce qu'est une provision, je sais ce qu'est des factures non parvenues. Donc voilà. Et donc en fait, on accompagne nos clients d'abord dans l'intégration. Donc on fait en sorte que le système Esker soit connecté avec tout leur système de données. Ensuite, on fait ce qu'on appelle des ateliers d'analyse des écarts. Donc en fait, on leur présente Esker, on leur dit voilà, Esker, la solution de base qui est produite par nos développeurs, comme Suzanne, elle fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui vous manquerait pour que ce soit parfait pour vous ? Et en général, on trouve toujours des écarts parce que il faut quand même s'adapter un petit peu aux entreprises. Notre but, c'est de les minimiser, mais on les accompagne là-dedans. Et ensuite, on fait les développements supplémentaires qui font que l'application qu'on leur fournit est vraiment adaptée très spécifiquement à leurs besoins. Et ensuite, on les accompagne dans leurs tests et on fait le training, donc la formation
des utilisateurs. Donc ça, c'est une partie, moi, qui m'avait beaucoup intéressée quand j'avais fait les entretiens, c'est-à-dire il faut que je connaisse très très bien Esker, il faut que je connaisse leur métier et que je leur explique que oui, je comprends ce qu'ils me disent, j'écoute, je comprends et j'essaye toujours de trouver la solution la plus adaptée pour eux. Et on les accompagne jusqu'à donc la mise en production, c'est-à-dire l'utilisation dans la vraie vie des solutions Esker. Bien comprendre la demande des clients, ça pourrait faire partie aussi des compétences requises en termes de soft. Si on parle justement des soft skills, quelles sont les compétences douces comme ça de savoir-être, en tout cas à maîtriser quand on exerce vos jobs respectifs? Je rebondis, oui. En effet, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est l'écoute. Et souvent, en tant que développeur, on entend un problème, on essaie tout de suite de trouver une solution. C'est un écueil qu'il y a beaucoup chez les consultants. C'est-à-dire que le client, il va dire, en fait, j'ai besoin que vous fassiez ça. Et tout de suite, on se dit, comment est-ce que je vais faire pour le développer? Et souvent, nous, on intervient dans des moments où le but, c'est de changer leurs habitudes. Donc en fait, la première chose que tu apprends quand tu deviens consultant, c'est demander au client, mais en fait, pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça? Et en fait, souvent, on va dire, dans certains cas, ils ont vraiment besoin de ça parce que c'est leur système derrière qui en a besoin. Mais des fois, en fait, ça va les aider à se remettre en question et à réétudier leur processus. Et en fait, nous, on fait pas du développement juste pour faire du développement. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose d'efficace et qui va les aider et pas de faire quelque chose d'extrêmement compliqué qui va pas être reprenable dans le futur. Donc, l'écoute du client, en fait, de pouvoir s'adapter. Globalement, la solution Esker, elle est la même pour tout le monde. Mais quand on va chez un client, ils ont des problématiques métiers. Donc, on a des gens qui sont dans le luxe, on a des gens qui sont dans la manutention, on a des clients qui sont des grands groupes de vente. Donc, en fait, il faut vraiment s'adapter au métier du client en face parce que leurs besoins ne seront jamais les mêmes d'un type de métier à un autre. Donc, je dirais l'écoute et montrer qu'on comprend le besoin, c'est une soft skill très importante dans mon métier en tout cas. Écoute, compréhension du besoin pour pouvoir s'adapter derrière. Tu partages ces softs-là ou est-ce qu'il y en a d'autres à ajouter quand on est effectivement développeur ? Alors c'est vrai que c'est assez différent comme situation quand on est développeur parce que on a le product owner qui va avoir un petit peu fait la plus grosse part du travail de justement de poser ces questions du pourquoi et d'essayer de un petit peu bien recentrer le besoin du client quand il nous fait une story. Après, l'organisation du travail à la R&D d'Esker fait que chaque développeur est quand même invité à vraiment s'intéresser à l'aspect fonctionnel et donc c'est aussi une qualité très importante de savoir analyser le besoin et de s'y intéresser. Et ensuite, encore une fois, en raison de l'organisation du travail qui est plutôt horizontale en fait dans les équipes de développement à la R&D, pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment de savoir travailler en équipe, de savoir un petit peu expliquer ton problème aux autres quand t'en as un, et puis d'entendre le problème de tes collègues aussi quand ils te l'expriment, et de savoir en permanence d'être dans la remise en question en fait, parce que du coup c'est quelque chose de très important et c'est aussi la richesse du travail en équipe en fait, c'est d'accepter les apports que t'apportent les autres. Et à côté de ça, un petit peu en miroir, il faut avoir une espèce d'esprit d'initiative pour justement toi-même proposer, savoir dire aux autres un petit peu ce que tu penses, faire donner tes avis sur leur code, etc. Et puis esprit d'initiative dans l'amélioration continue du travail. Par exemple, moi, depuis que j'étais arrivée à Esker, il y avait quelque chose qui me chiffonnait un peu, c'était que je trouvais que l'organisation de la documentation technique pour la R&D ne correspondait pas tout à fait aux besoins. Du coup, je l'ai exprimé à plusieurs reprises. Et on m'a dit, en fait, pourquoi tu t'organiserais pas une communauté de pratique autour de cette thématique-là? Donc, une communauté de pratique, ça va être un groupe de travail qui va se réunir toutes les 2 semaines autour d'une thématique pour essayer de réfléchir ensemble à, comment apporter la meilleure solution aux problèmes qu'on rencontre sur ce thème-là. Et donc là, ça fait maintenant 2 mois et quelques que j'ai monté la communauté de pratique sur la documentation technique à Esker. Et je me rends compte que j'ai fait ça assez naturellement une fois qu'on m'a dit que c'est une possibilité. Et je pense que mon expérience professionnelle passée dans les associations, donc qui n'ont rien à voir avec le développement informatique, c'est aussi ça qui a fait que c'était entre guillemets aussi facile pour moi ou aussi naturel pour moi de faire ça aujourd'hui. Et ça, c'est des soft skills qu'on va souvent retrouver dans les cas de reconversion professionnelle, comme c'est mon cas, et aussi parfois chez les femmes plus que les hommes, du fait de la socialisation des femmes par rapport aux hommes, où les hommes, parfois, quand ils sont développeurs, on va observer que ça va être leur passion, qu'ils vont faire ça le soir et la journée. Bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a tous les profils qui existent. Mais c'est un cliché qui a tendance à se retrouver, alors que chez les femmes, souvent, ça va être un métier, mais il va y avoir
avoir d'autres choses à côté aussi dans leur vie. Et toutes ces autres choses, elles leur apportent des soft skills qui sont en fait complètement valorisables dans le cadre du travail. D'accord, et donc des prises d'initiative qui sont visiblement valorisées, en tout cas chez Esker. Complètement. Justement, si on devait faire un point sur le pourquoi d'avoir voulu rejoindre Esker, vous diriez quoi, toutes les deux ? Et pour ma part, il y avait le fait que Esker déjà était mécène de l'école 42, donc c'est comme ça que j'ai découvert l'entreprise. J'ai tout de suite perçu ça comme quelque chose de positif aussi, de cette volonté de financer une formation qui finalement donne un peu une deuxième chance, pas que, mais voilà, une formation qui est atypique et qui s'adresse à tout type de profil. Et ensuite, dans le cadre du coup de 42, il y avait une intervention d'Esker dans l'école sur l'organisation du travail à Esker, donc ce qu'on appelle la méthode agile, qui est employée dans énormément de boîtes de développement aujourd'hui. Mais à Esker, ça fait vraiment partie des valeurs centrales de la R&D à Esker. J'ai bien aimé ce discours sur la méthode agile. J'ai été convaincue par la façon dont elle a été mise en place à Esker. Et finalement, c'est ça qui a fait qu'au moment où je cherchais un CDI, je me suis tout de suite projetée à Esker. J'y voyais une entreprise où j'aurais envie de travailler. Alicia ? Oui, alors moi, c'est un peu pareil. Comment j'ai découvert, c'était pareil. Donc, il me semble que c'était Guillaume Joutel qui était venu chez nous. Guillaume Joutel, tu qui est un précises. Scrum Master qui nous a présenté l'agilité. Donc, Okay. Je sais que c'était une de mes professeurs à l'INSA qui nous avait organisé une intervention et il nous avait parlé d'agilité. Et moi, c'était la première fois que j'en entendais parler et je trouvais que ça avait l'air génial comme principe. Dans les entreprises ensuite où j'ai travaillé, on avait toujours une semi-agilité, mais on va dire comme ci, comme ça. Donc, je pense que c'est une des choses qui m'a attirée. Et après, moi, j'ai été cooptée donc par quelqu'un chez Esker. Et en fait, quand j'ai fait mes entretiens, j'étais très préparée parce que j'avais fait déjà un bon paquet d'entretiens avec d'autres entreprises. Et il y a deux choses qui m'ont convaincue. La première, c'est cet esprit d'initiative. Donc, quand je faisais mes entretiens, j'ai posé plein de questions pour avoir une meilleure idée de comment les gens travaillaient. Et en fait, on m'a dit, là, on avait un outil. Et puis, il y a quelqu'un dans l'équipe qui a dit, cet outil, il est pas dingue. Et ce qu'on lui a dit, écoute, t'as 1 mois, tu fais un benchmark et tu vois s'il y a d'autres outils que tu trouves qui sont mieux. Et en fait, depuis, il a fait ça. Et maintenant, il y a toute l'équipe qui utilise ça, c'est monday.com et du coup maintenant il y a tous les professional services du monde qui l'utilisent depuis moins de 6 mois. Donc en fait cet esprit d'initiative où on te laisse du temps pour chercher, on te dit en fait tu veux améliorer notre manière de travailler, vas-y, tu auras du temps pour le faire, ou en tout cas si tu penses que c'est important, on t'encourage. Et la deuxième chose, c'était les valeurs d'Esker. Quand j'ai fait mes entretiens, la question que je pose toujours maintenant, c'est pourquoi est-ce que vous êtes chez Esker et pourquoi est-ce que vous restez ? Et en fait, du coup, c'était un des Scrum Masters qui m'avait répondu. Pour moi, je trouve que les valeurs d'Esker, elles sont super importantes et elles sont vraiment mises en place. C'est-à-dire le Dare to Innovate, ça, j'en ai déjà parlé. Et il y avait aussi le One Team Beyond Boundaries. Donc ça, c'est une de nos valeurs et que moi, je vois tous les jours. C'est le fait, en fait, tu es chez Esker, tu vas parler avec des gens de plein d'équipes différentes et le but, c'est de faire avancer la boîte au global. Tu n'es pas dans ton truc à toi, la tête dans le guidon, et tu continues à faire tes trucs. En fait, tu vas beaucoup parler avec les gens des autres métiers, et c'est ça aussi qui va te faire grandir. Donc moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment convaincue de venir. Ouais. Vous avez parlé toutes les deux, et Alessian, de la méthode agile, ça fait partie effectivement de l'ADN d'Esker. Rapidement, comment elles sont organisées, vos équipes respectives ? Alors pour ma part, à la R&D, on a une équipe qui est composée de 3 sous-équipes d'environ 6 développeurs et développeuses chacune. Et donc au quotidien, on travaille principalement avec les membres de nos sous-équipes, mais en réalité toute l'équipe élargie est sur les mêmes thématiques, donc ça nous arrive régulièrement de travailler avec l'équipe élargie. On a également un product owner, donc du coup que j'ai évoqué plus tôt, qui fait un petit peu le lien en fait entre les product managers et les développeurs. Et enfin, on a un Scrum Master, et le Scrum Master, c'est un peu celui qui est le garant de la méthode agile au sein de l'équipe, donc du coup qui va être là pour organiser les réunions, pour identifier là quand il y a des problèmes d'organisation du travail, pour trouver des solutions, pour animer les rétros, parce que du coup on a tous ces rituels de la méthode agile où toutes les 2 semaines on a une rétro où on parle tous ensemble avec notre sous-équipe de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est mal passé, de ce qui pourrait mieux se passer, et donc on essaie de à chaque fois prendre des décisions, des actions pour améliorer, donc toujours dans
dans cette logique d'amélioration continue pour que ça se passe mieux au sprint suivant. Mais comme disait Alicia, ça m'arrive aussi régulièrement d'interagir avec des membres d'équipes complètement différentes parce que on travaille sur des sujets qui se ressemblent un petit peu et ça c'est très encouragé aussi. Alicia? Donc nous on travaille sur des sprints de 2 semaines. Les équipes elles sont organisées un petit peu différemment. Donc moi je suis dans un service de 30 personnes et on a beaucoup de petites sous-équipes. On est entre 5 et 8 personnes en général. Et on a 2 types de postes. Moi je vous ai parlé de mon métier, donc c'est consultante, mais en fait on a un deuxième type de poste qui est engagement manager. Je dirais que c'est plutôt un chef de projet, mais c'est pas mon manager, donc on travaille avec un fonctionnement horizontal, c'est-à-dire qu'en fait les engagement managers ils vont être plus au contact du client en termes de budget, de prise de décision globale, mais on travaille tous ensemble avec le client. Et du coup on est en général 1 ou 2 engagement managers pour 3 à 6 consultants. Moi ce que j'aime bien c'est les reviews, donc en fait c'est des moments où surtout les reviews, toutes les reviews d'Esker je pense sont retransmises et donc c'est toutes les 2 semaines on présente les dernières fonctionnalités qu'on a faites. Et ce qui est super intéressant je pense en review, c'est qu'on ne présente pas que les fonctionnalités qu'on a faites, on parle aussi des choses qui n'ont pas marché pour que les autres personnes ne tombent pas dans les mêmes écueils. On parle aussi des choses qu'on est en train d'essayer de faire, qu'on n'a pas terminé mais on galère un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas d'autres équipes qui ont fait la même chose, et du coup ça encourage beaucoup le travail interservice, ce genre de rituel. Si on parle maintenant des différentes initiatives qui sont mises en place par Esker pour favoriser justement l'inclusion et notamment la féminisation des métiers, qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant, parce qu'il y a plusieurs types d'opérations qui sont organisées? Alors, Alicia et moi, on est toutes les 2 membres de l'escouade féminisation des métiers du numérique. L'escouade, c'est quoi? Donc, un escouade, en fait, c'est un groupe de travail à Esker qui va être focalisé sur un axe d'amélioration, ici sur une thématique plutôt sociale. Donc, il y en a, je crois, environ 3, et il y en a notamment 2 qui sont directement en lien avec ces thématiques d'inclusion et de mixité. Donc, il y a un escouade qui est justement sur l'inclusion et la mixité de manière plus large, et l'escouade féminisation des métiers du numérique qui est vraiment axée sur le fait d'avoir plus de femmes dans les métiers de la tech, et pas que à Esker en fait, parce que c'est vraiment un groupe de travail qui va essayer d'agir pour faire en sorte d'attirer plus de femmes dans les métiers de la tech de manière générale, et également c'est important de faire en sorte que les femmes à Esker qui travaillent dans les métiers de la tech se sentent à leur place et se sentent bien et ne rencontrent pas de problèmes, ou bien aient des interlocuteurs et interlocutrices quand elles rencontrent des problèmes. Donc dans le cadre de cette escouade, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, et par exemple la semaine dernière il y avait des collégiennes qui sont venues dans le cadre d'un partenariat avec la Digital League et de la Semaine du numérique, et donc moi par exemple, il me semble que c'est le cas d'Alicia aussi, j'ai pu passer 1 heure avec elles pour leur présenter un petit peu mon métier, mon parcours, qu'est-ce que je fais à Esker, etc. Donc toujours pour un petit peu essayer d'éveiller les vocations, et puis de montrer aux femmes et aux filles en l'occurrence, puisque c'est des 3e, que le numérique c'est quelque chose qui est aussi possible pour elles. Avec Suzanne, donc on vient de parler de l'escouade sur la mixité chez Esker. Toi, tu as participé à un autre dispositif qui s'appelle Girls Can Code. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Tout à fait. Donc c'est une initiative qui est organisée en partenariat entre l'ENS de Lyon et l'association ProLogin, et qui invite tous les ans, pendant 1 semaine, des collégiennes et des lycéennes à venir faire du développement. Donc en fait, elles y vont. Il y a des petits jeux d'algorithmie. Et à la fin, elles ont un mini projet qui dure 1 journée. Et dans le cadre de cette semaine, il y a un après-midi ou une matinée, je suis plus sûre, où ils invitent différentes personnes, des femmes, qui sont dans les métiers de l'informatique, pour présenter le métier, et que, pareil, les vocations, je pense que là, pour les jeunes filles qui viennent faire 1 semaine de code, elles existent déjà un petit peu, mais aussi pour pouvoir se projeter, voir tous les types de métiers qui existent. Et ensuite, en fait, ça devait être la matinée, parce qu'ensuite on va manger avec les jeunes filles, et là c'est à ce moment-là où on a un peu plus de discussions à bâton rompu, parce qu'elles peuvent un peu plus poser les questions, parce que les présentations sont en amphi, donc je pense qu'elles sont une trentaine, quelque chose comme ça, et donc c'est peut-être pas forcément le moment où elles sont le plus à l'aise pour poser leurs questions. Mais en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup apporté de voir ça. Il y avait, en même temps que moi, il y avait une enseignante-chercheuse qui avait présenté son métier, et ça donne vraiment un très grand panel de différents métiers qui existent dans l'informatique. De quelle autre initiative on peut également parler qui sont mises en place par Esker ?
Alors, cette année à Esker, il y a eu une fresque du féminisme qui a été organisée. Donc, c'est une ancienne collaboratrice d'Esker qui a monté ça avec une associée et qui est venue l'animer dans les bureaux d'Esker, donc avec une quinzaine de personnes. Donc, c'est pour sensibiliser à la thématique du sexisme dans la société. Et on a également un partenariat avec l'association Elle Digital. Et dans ce cadre-là, on a co-construit une animation sur le thème du sexisme dans le numérique. Donc là, c'était vraiment plus axé sur la place des femmes dans le numérique. Il y a aussi un certain nombre d'initiatives dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes le 8 mars. Donc l'an dernier, il y a eu des vidéos, des interviews de collaboratrices. J'ai eu l'occasion à ce moment-là d'être interviewée pour une vidéo avec des collaboratrices du monde entier qui a été diffusée. Et ensuite, on a aussi d'autres initiatives qui vont avoir lieu cette année dans le cadre du 8 mars. Toutes les deux, comment est-ce que vous décririez maintenant la qualité de vie au travail dans vos équipes respectives? Vous bossez dans quelle ambiance? Qu'est-ce qui est mis en place aussi pour favoriser la cohésion, le bien-être de toutes et tous? Je l'évoquais plus tôt et à la R&D à Esker, il y a vraiment une forme d'horizontalité dans le travail et que moi personnellement je trouve très agréable. On se sent vraiment considéré en tant que développeur, voilà, on ne sent pas juste le N-1 ou -2 de quelqu'un d'autre. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place. Alors par exemple hier, moi dans mon équipe élargie, il y avait une journée team building et dans ce cadre-là, donc avec une demi-journée où c'était plus des discussions techniques pour un petit peu essayer de comprendre un peu mieux le produit et l'usage qu'en font les clients, et l'après-midi quelque chose d'un petit peu plus fun avec un escape game et des jeux de société. Donc ça c'est quelque chose qui a vocation à être organisé une fois par an. Et au-delà de ça, on a également un certain nombre d'activités qui vont être organisées par le CSE d'Esker qui est très actif. Il y a régulièrement des after-work, il y a des activités entre midi et 2. Récemment, j'ai fait un terrarium dans ce cadre-là. C'est vraiment une ambiance où il y a de la place qui est laissée à la détente et au fun. C'est pas du tout une pression pour être en permanence dans l'optique travail. Et puis au-delà de ça, je ressens qu'on est écouté et je sais que si j'ai un problème, j'aurai des interlocuteurs pour en parler. Et toi, de ton côté, Alicia, qu'est-ce que tu dirais qui est mis en place pour justement favoriser la cohésion d'équipe, le bien-être? Je dirais que Suzanne a dit beaucoup de choses déjà. Moi, ce que je trouve bien, c'est aussi, ça paraît moins peut-être important, mais les locaux sont très agréables en fait. On a accès à des douches, on a une salle multi-activités, on a plein de choses qui sont organisées pour pouvoir manger sur place. Je reviendrai un peu là-dessus sur cet esprit d'initiative. En fait, on est encouragé à s'améliorer. C'est-à-dire moi, par exemple, je participe à 2 escouades, celle sur la féminisation des métiers du numérique et l'escouade diversité et inclusion. Il y a à aucun moment, j'ai ressenti une quelconque pression pour me dire, en fait, tu passes un petit peu trop de temps, c'est dommage. Non, on m'a juste encouragée et en fin d'année, on m'a dit, en fait, c'est super que tu prennes part à ces initiatives. Et on est pourtant des métiers où le temps est important et de dire, en fait, là, ce matin, pendant 1 heure, je vais aller participer à un podcast. Il y a personne qui m'a dit « Ah ouais, mais non, tu dois faire telle réunion client ». En fait, on est vraiment encouragé à faire rayonner Esker, à s'améliorer et à prendre le temps de faire en sorte qu'on soit meilleur. Je dirais l'horizontalité aussi. Nous, on est beaucoup en auto-organisation. Des fois, ça pose problème parce que s'auto-organiser à 30, c'est pas simple, mais on sait que c'est aussi nous qui prenons les décisions et ça veut dire qu'on accepte le fait qu'on n'a pas, entre guillemets, des ordres qui viennent d'au-dessus, mais ça veut dire aussi travailler sur nous-mêmes et travailler à mieux s'auto-organiser au sein des équipes. Ok, quelles sont vos perspectives d'évolution de carrière chez Esker? Est-ce que vous y avez déjà pensé? C'est trop tôt? Moi, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est dans nos équipes chez IPS, on a les rôles de consultant, mais on a aussi les rôles d'engagement manager. Donc, c'est un rôle qui est un peu plus lié à la gestion des clients, la gestion des budgets. Donc, c'est un rôle différent au sein d'une même équipe. Donc, moi, ça pourrait m'intéresser. Et après, j'ai pas réfléchi plus que ça parce que pour l'instant, ça fait que 2 ans que je suis là. Donc, pour l'instant, j'ai un peu envie de continuer à faire ce métier pendant un petit moment. Mais je sais que j'ai un exemple d'une collègue qui est arrivée chez Esker. Elle était au service marketing. Et au bout d'un moment, en fait, elle avait envie de faire un peu plus de technique. Donc, quand elle est venue dans mon équipe, je crois qu'elle a fait marketing pendant 5 ans, quelque chose comme ça. Elle est venue chez nous. Donc, en fait, au début, elle avait un niveau de base. Et en fait, comme c'est un métier qui est technico-fonctionnel, au départ, elle était plus sur la partie fonctionnelle. Et ensuite, elle s'est formée sur la partie technique au sein de l'équipe, puisque comme elle connaissait très bien la solution, en fait, tout ce qui lui manquait, c'était la partie technique. Donc, elle a été accompagnée en interne.
Et en fait, au bout de 4 ans, je crois qu'elle était chez IPS, elle est partie maintenant côté R&D. Donc maintenant, elle est vraiment développeuse. Donc c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, elle est rentrée chez nous, elle était au marketing et maintenant, elle fait du dev. Donc il y a beaucoup de mobilité interne qui existe. Il y a de la mobilité interne aussi, entre guillemets, à l'international. Suzanne, toi aussi de ton côté, finalement, est-ce que tu penses déjà un petit peu à l'avenir ? Comment est-ce que tu pourrais évoluer professionnellement au sein d'Esker ? Non, pour être honnête, c'est pas quelque chose auquel je pense souvent. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu cette idée dans la tech, qui est surtout chez les développeurs, qu'on reste pas développeur toute sa vie, que c'est un métier de début de carrière et qu'ensuite on devient lead tech, on devient PO, on devient chef de projet. Alors déjà, à Esker, il n'y a pas de lead tech parce que, comme je disais, il y a cette horizontalité qui fait que c'est pas quelque chose que j'envisage. Et ensuite, je pense qu'on n'a pas non plus tous vocation à forcément essayer de grimper les échelons ou aller ailleurs que là où on est. Il y a des bonnes conditions de travail à Esker et à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui me convient. Et je sais que si c'est quelque chose qui me faisait envie, la mobilité interne est en effet grandement encouragée. Si je voulais me mettre par exemple au machine learning, il y a une équipe machine learning à Esker. Si j'avais envie de bosser un petit peu plus avec les clients sur des aspects plus fonctionnels, je pourrais rejoindre l'équipe d'Alissa. Donc voilà, je sais que ce sont des portes qui sont ouvertes et même grandes ouvertes si jamais l'envie me prenait. Merci à toutes les deux d'avoir gentiment répondu à mes questions. Oui, merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez vous renseigner et postuler aux offres disponibles au recrutement chez Esker, rendez-vous sur le site esker.fr/carrière au pluriel. C'est la fin de cette série Inside Esker, un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Esker vous a présenté Inside Esker, un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.